Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est 6 femmes à l'université d'été du mouvement Utopia qui se déroule à Sète. Et on avait envie de parler un petit peu des raisons pour lesquelles on est là, de ce que nous fait ressentir ce moment, de ce qu'on apprend et vous partager un petit peu ces réflexions. On va commencer par se présenter. Moi, je m'appelle Laure, j'ai 25 ans, je suis étudiante en études sur le genre et c'est la première fois que je participe à l'université d'été du mouvement. Donc voilà, j'ai appris énormément de choses. Là, je me sens bien, je suis super contente de ce moment qu'on va passer toutes les 6 à s'enregistrer et j'ai hâte de savoir comment vous vous sentez aussi. Bonjour, alors c'est mon tour. Moi je m'appelle Manon Sala et je suis la coordinatrice de cette université en tant que chargée de vie associative du mouvement Utopia. Je suis très contente d'être ici également avec vous, entourée de filles, ça fait plaisir. On est les jeunes filles de cette université. Et puis cette université me plaît aussi puisque je suis doctorante en fait en philo et en sociaux. Du coup, c'est chouette de voir l'écologie en acte et de sortir du monde de la pensée. Voilà. Alors moi c'est Juliette, j'ai 26 ans, je suis doctorante en géologie et ce qui m'a amenée ici c'est beaucoup de frustration et de volonté d'apprendre et de découvrir, de rencontrer des gens, de discuter. Donc je suis particulièrement heureuse de faire cet enregistrement et ce podcast avec vous les filles. Et voilà. Bien le bonjour, moi je m'appelle Philéane, j'ai 23 ans, je suis étudiante en droit européen de l'environnement, globalement, et je suis venue ici parce que j'avais envie de découvrir ce que c'était. J'ai découvert le mouvement Utopia via la librairie Utopia qui est à Paris, et puis rapidement après ils ont publié leurs informations sur ce week-end informatif et politique, on va dire, autour de l'écologie et franchement les thématiques abordées me plaisaient donc je me suis dit let's go et franchement pas déçue, très heureuse des gens que j'ai pu rencontrer et voilà. Bonjour, moi c'est Karine. Alors je ne suis plus une jeune fille et je suis au mouvement Utopia depuis 7 ans à peu près, avec un engagement une implication assez forte. Et donc c'est ma 7e université d'été et chaque fois c'est un vrai bonheur. Hello, moi c'est Camille Baud et du coup dans la vie je suis militante sur les questions écologiques, démocratiques et sociales et donc je suis impliquée dans pas mal de collectifs comme la fresque du sexisme, le bruit qui court, Dernière Rénovation, bref, beaucoup de collectifs. Comment j'ai connu l'université? Un peu comme Philéane, je connaissais la librairie Utopia et sur Instagram j'ai vu passer un feed et j'ai vu passer la promo pour l'université qui était sur la résistance et la création, sur comment mettre nos colères au service de nos émancipations et de la créativité. Et du coup, j'étais en mode, en fait, je vais grave y aller. Et là, maintenant, tout de suite, je me sens plutôt bien et je suis trop contente de ce petit moment de sororité entre meufs dans un petit studio très quali. Et voilà, et je te repasse la parole, Laure. Merci. Oui, parce que pour préciser, on a décidé d'enregistrer ce podcast en mixité choisie, donc uniquement des femmes, parce qu'on a ressenti l'envie d'avoir ce moment pour partager juste entre nous, dans un mouvement où il y a beaucoup d'hommes et où on avait besoin de ce petit moment. Voilà. Sinon, on a parlé depuis le début de l'université d'été du mouvement Utopia, et donc Manon va nous préciser un petit peu en quoi ça consiste, quel est le sujet général de ces quelques jours que nous sommes en train de passer à Sète et ce dont on parle. Super. Merci beaucoup Laure pour cette question. Alors, de quoi on parle? Donc, c'est l'université d'Utopia, Résister et créer, comme l'a très bien précisé Camille. Donc, et le sous-titre, des colères à l'émancipation. Donc, l'idée, en fait, c'est de se rendre compte on part du constat, finalement, que la résistance n'est pas suffisante dans les nouveaux modes d'action politique. Et c'est de partir de ce lieu de frustration, de colère, d'angoisse. On en a parlé entre nous. Beaucoup d'entre nous sommes également là parce qu'on peut ressentir de l'angoisse par rapport
à l'état du monde actuel. Et je crois que l'une des envies de cette université, c'est d'aller au-delà en allant vers des politiques émancipatrices. Donc il y a vraiment ce lien entre le rôle structurel de la politique, du commun, et puis également la capacité de s'émanciper à travers lui. Donc je crois que le fil rouge, c'est sortir de l'immobilisme et des peurs qui figent pour aller vers une construction sociétale commune d'un monde qui avance dans un sens qui soutient la vie. Voilà. Merci beaucoup. Tu as parlé d'angoisse et de l'angoisse qu'on pouvait ressentir, et c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, surtout chez les jeunes, de l'éco-anxiété qu'on peut ressentir. Et j'aurais bien aimé que vous parliez un petit peu des différentes interventions auxquelles on a assisté au prisme des émotions que ça a suscité chez vous. Si par exemple il y a certaines émotions qui ont créé beaucoup de joie, ou au contraire de la frustration, de la colère, comme c'est le thème. Est-ce qu'il y en a une d'entre nous qui pourrait nous partager une émotion qu'elle a ressentie face à une intervention et nous expliquer un petit peu pourquoi? Visiblement, j'ai été nommée pour parler de ça, et pour cause. C'est que moi, j'ai été très, très touchée par... notamment, on a regardé le film de Camille Etienne, et il y a eu un débat à la suite de ça avec elle. Et moi, la nature me touche énormément parce qu'elle me fait peur, parce que tout ce qui se passe autour de l'écologie me fait peur. Et parce que tout ce qui concerne la nature, c'est magnifique. Donc il y a un peu ces deux côtés. J'ai super peur, je me sens impuissante, il y a de la colère, et puis c'est beau et c'est magnifique. Et du coup, c'est aussi la raison pour laquelle on se bat. Donc ouais, ça c'est vraiment l'émotion la plus forte que j'ai ressentie. Mais j'ai aussi ressenti énormément de joie d'être entourée de gens qui s'impliquent, d'être entourée de gens qui ont les mêmes angoisses que nous et qui en parlent librement. Et j'avais un autre point que je voulais aborder, mais j'ai oublié. Du coup, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Alors moi, c'est hier après-midi, il y avait eu tout un ensemble de présentations sur la question de l'émancipation. Et je dirais que c'est la première fois qu'on a Utopia des gens qui viennent témoigner de leur histoire, des quartiers. Enfin, alors, pour essayer de le situer un peu plus, c'était des présentations de différentes actions de personnes diverses. Et la particularité, c'était que c'était des personnes issues de l'immigration, qui sont là depuis 4 générations, mais à qui on dit encore qu'elles sont marocaines. Et ça m'a énormément touchée parce que je crois qu'on parle vraiment rarement de ça. Et particulièrement chez Utopia, alors c'est pas qu'on veut pas, c'est que c'est des choses qui sont pas forcément simples, auxquelles on n'accède pas si facilement. Enfin, c'est des histoires de... Je sais pas si on peut dire de rencontres ou de choses qui se font ou qui ne se font pas. Et pour moi, c'était une très belle émotion parce que c'est les rencontres qu'on cherche en fait. Et du coup, pour enchaîner, ça rejoint aussi le fait d'être avec vous. Donc, j'ai pas dit mon âge tout à l'heure, mais je le dis maintenant. J'ai 54 ans. Et d'être avec vous, ça me fait un grand plaisir parce que c'est ça qu'il nous faut. Voilà, je passe la parole. Merci beaucoup. Philéane, tu as dit tout à l'heure qu'on avait vu un documentaire qui s'appelle « Pourquoi on se bat ?» et donc sur la question de se battre. Et donc ça m'interrogeait parce que là, on est ici pour réfléchir, pour parler, pour rencontrer des gens. Et donc je me demandais quel rapport vous envisagez entre toutes ces réflexions et le fait de se battre. Enfin, si pour vous, il y a un lien évident, ou est-ce que pour vous, c'est plutôt une opération annexe que vous faites en dehors de mouvements militants autres, ou voilà, quelle est cette relation que vous envisagez? Peut-être Camille, qui est très militante, tu voudrais nous parler de ça, si tu as envie. Yes, j'avais envie de prendre la parole, mais vu que tu avais nommé Philéane, j'étais en mode Philéane, des choses ou pas? En fait, moi, justement, je trouve que c'est pas du tout annexe. Et en fait, il y a beaucoup de discussions qui sont ressorties sur les liens entre la pensée et l'action. Et en fait, je passe ma vie à être dans l'action. Et en fait, c'est hyper intéressant aussi de revenir après sur le mot activisme. Et en fait, l'action, c'est aussi beaucoup être en soutien de plein d'actions qui se passent en ce moment. En fait, en base arrière, dans des collectifs militants où il y a besoin de plein de choses, enfin voilà, de plein de compétences. Et du coup, des fois, l'opérationnel prend beaucoup de place. Et du coup, c'est dur de lire, c'est dur d'écouter. Et je m'étais aussi dit, en fait, je prends ces 3 jours d'université. Là, ça fait genre 2 jours, j'ai pas touché mon ordi, j'ai juste passé quelques coups de fil. Et en fait, je prends ce temps de réflexion, je prends ce temps de recul, je prends ce temps où je connaissais personne volontairement pour aussi aller voir d'autres gens et sortir de mon milieu, enfin de l'entre-soi dans lequel on peut être des fois dans le cadre du travail ou chez soi, quoi.
Et donc du coup, non, pour moi, c'est pas du tout déconnecté. En fait, on a plein de pensées qui apparaissent et du coup, ça nourrit grave la créativité. Ça va nourrir aussi comprendre le monde maintenant pour dire en fait maintenant les actions on va les mener comme ça parce qu'en fait il se passe ça et du coup ça a tel problème qu'il faut qu'on réponde. Enfin voilà, c'est à peu près ça que je dirais. Merci beaucoup. Ça me fait penser aussi au fait que ici donc on est 6 et il y a quand même 2 personnes qui font des thèses et je voulais savoir votre rapport le rapport que vous faites entre ce travail qui, de la vision que j'en ai, peut-être que je me trompe, est quand même très solitaire et centré sur beaucoup donc de travail intellectuel, de recherche, etc. Le rapport entre ça et le fait de se battre et le militantisme. Ouais, ça me parle forcément beaucoup parce que, ne serait-ce que déjà par la forme de l'université d'été, c'est-à-dire de venir et d'apprendre, d'écouter des gens, de discuter avec eux, de poser des questions. Il y a quand même pas mal de scientifiques qui sont venus présenter leur travail aussi, que ce soit des climatologues, que ce soit des sociologues. Donc forcément, oui, ça nous parle forcément, je pense, un peu quand on fait une thèse et qu'on a un pied dans la science, dans l'académique, etc. Et ça permet aussi du moins c'est peut-être mon ressenti personnel, moi qui suis pas encore activiste, de prendre des notes un peu de comment font les gens, de comment ça se passe, quelle forme peut prendre l'activisme, et que on se sent pas illégitime en n'agissant pas au quotidien comme peuvent le faire plein de gens ici, de venir quand même et de discuter, d'apporter ses idées, d'en prendre d'autres, d'aller vers les gens vers qui on a des fois des petits points d'accroche, ah ben non, on n'est pas complètement d'accord sur telle ou telle chose, mais justement d'aller vers ces personnes-là, de discuter avec eux, d'avancer les uns vers les autres et de se rassembler autour d'idées communes. J'ai perdu du coup le fil de ta question, Laure, mais oui, en ayant un pied dans la science, je trouve que ça aide pas mal. L'approche qu'on a ici, qui reste une approche quand même relativement théorique, malgré des témoignages magnifiques, comme on a pu avoir effectivement hier, tu le disais tout à l'heure, Karine, qui permettent d'ancrer un peu dans le réel toutes les questions théoriques et assez éloignées du réel parfois. Donc, ouais, c'est hyper important de faire des parallèles entre notre travail au quotidien en tant que doctorante et toutes les questions politiques qu'il peut y avoir derrière, même si moi, ma thèse n'a aucun rapport avec tout ce qu'on discute aujourd'hui ici, ce qui n'est pas du tout ton cas pour le coup, toi Manon. Oui, mais je sais pas ce que tu vois de cette question-là, toi qui es vraiment un peu plus proche de ça, mais voilà, moi en tout cas de mon côté du prisme, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Ouais, je trouve que c'est une question super intéressante et qu'Utopia arrive à faire le lien justement entre le monde intellectuel et le monde plus de terrain, recherche-action, on va dire, parce que je trouve qu'il y a plusieurs façons de faire de la recherche, mais en lien avec, tu parlais donc du thème, pourquoi on se bat, du film de Camille Etienne. Moi, je pense qu'il y a plusieurs façons de mener bataille et que la façon de la recherche permet de mener la bataille des idées. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, c'est le changement de paradigme. Puisque en dehors de l'action militante de terrain dont on a besoin, je pense qu'on a aussi besoin de penseurs de l'écologie, des penseurs des phénomènes sociaux. Et que ça, bien sûr, le terrain peut faire germer des idées, des intuitions, en fonction de ce que l'on observe. Mais à un moment, je trouve que c'est important de se poser, d'ouvrir les livres et d'aller vraiment à la source. Comment on en est arrivé là, puisque tout s'imbrique finalement dans des jeux de pouvoir, dans des rapports de cause-conséquences qui sont inscrits dans le monde social. Et donc, pour moi, en fait, ma thèse, elle est éminemment politique. J'ai beaucoup fait d'activisme et à un moment, je me suis rendu compte que j'arrivais face à un mur dont on a beaucoup parlé hier, du plafond, du mur. C'est une métaphore qui est venue assez souvent. Et je me suis dit, en fait, non, maintenant, j'ai besoin d'aller du côté de l'action intellectuelle pour pouvoir parler le même langage que certaines personnes qui ont un combat qui n'est pas toujours le nôtre et qui ne va pas dans le bon sens, d'après moi, forcément. Je trouve ça super intéressant que tu utilises ce terme d'action intellectuelle, enfin de deux termes qu'on considère parfois comme antinomiques et de montrer qu'en fait... le fait de réfléchir est une action en soi. Juliette, tout à l'heure, tu parlais de la légitimité et j'ai l'impression que, surtout en tant que femme, c'est un sujet qui peut revenir très souvent, qu'on ne se sent pas légitime pour parler. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on observe parfois quand il y a des interventions qui sont très intéressantes, mais que la plupart des questions
viennent de la part d'hommes. Et pour autant, il y a une vraie volonté de mettre en avant la parole des femmes. Si une femme a envie d'intervenir, elle va être prioritaire sur un homme. Mais en fait, peut-être que ça suffit pas parce qu'on a vécu depuis notre naissance avec l'idée qu'on n'était pas apte à s'exprimer si on n'avait pas tout lu sur ce sujet. Et donc je me demandais si une de vous voulait nous parler de ça, de sa peur à s'exprimer ou au contraire d'une décision de prendre la place qu'on devrait avoir et de parler ce que tu fais toi Camille en essayant d'intervenir le plus souvent possible, mais donc tu es la plupart du temps une des seules femmes à t'exprimer. Voilà, je me demandais si une de vous voulait parler de ça. Ou peut-être toi, Karine, de l'évolution qu'il y a pu y avoir aussi au sein du mouvement. Alors, l'évolution au sein du mouvement, je ne peux pas dire. Moi, je peux parler de mon parcours en fait, au sein d'Utopia. Moi, je dirais qu'effectivement, c'est absolument pas résolu parce qu'il y a encore beaucoup d'hommes et que c'est un mouvement un peu vieux, Utopia. Donc, c'est des personnes qui sont encore plus ancrées. Vous remettez les choses en question d'emblée, en fait. Vous pouvez poser des questions et vous pouvez les mettre en action, même si c'est encore difficile dans la société dans laquelle on est. Mais par contre, les gens d'Utopia, comme c'est des personnes, la moyenne d'âge, je crois que c'est 60 ans, c'est pour dire. Donc, il y en a qui ont beaucoup plus. Il n'y en a pas beaucoup qui ont beaucoup moins, pour montrer où se situe la moyenne. Mais... donc, on n'échappe pas à ça, parce qu'en plus, ça reste les hommes qui sont assez dominants, et quand on voit de l'extérieur, et je le vois à travers vos yeux, en fait, c'est criant. Par contre, moi, c'est un endroit où j'ai appris à parler, parce que je savais pas forcément prendre la parole, et depuis, je me pose beaucoup moins la question. Je pense que, d'ailleurs, je n'avais même pas conscience que c'est parce que j'étais une femme, en fait, que je réagissais comme ça. Enfin, que j'avais en moi cette idée de ne pas prendre la parole, d'attendre de tout savoir pour pouvoir la prendre. Et par contre, c'est un lieu où j'ai appris à la prendre. Et depuis, je me pose plus beaucoup de questions pour la prendre, en fait. Et après, j'ai toujours eu ce besoin... d'être présente, donc je suis quelqu'un qui prend la parole si personne ne la prend, parce qu'il faut... et maintenant, je le fais en tant que femme. Avant, je ne le faisais pas en tant que femme, en fait. Maintenant, c'est en tant que femme. Merci. Je me permets de rebondir directement sur ce que tu viens de dire, Karine, sur cet apprentissage que tu as pu vivre ici, de réussir à prendre la parole. Moi, c'est ma première année ici. Et dès la première après-midi, en fait, on a eu un atelier d'écriture participatif où, en fait, on reprenait des textes qui avaient déjà été écrits, on les lisait, on disait « Ah, telle partie devrait changer, etc. Je suis d'accord avec ci, pas d'accord avec ça, etc. » Et du coup, je me suis retrouvée, ça faisait 2 heures que j'étais arrivée, quoi, et je me suis retrouvée dans ce bain bouillonnant d'idées, etc. Et bien que j'ai pas trop eu, serait-ce que dans ma scolarité, quand j'étais enfant ou autre, de mal à prendre la parole en classe, quoi que ce soit, je me suis retrouvée dans un endroit où, effectivement, comme Camille, j'avais choisi de venir ici en ne connaissant personne, justement pour rencontrer du monde. Et j'ai pu avoir un peu ce truc de est-ce que je vais oser lever la main, demander le micro, parler devant des gens qui ont eux-mêmes écrit ces textes et qui sont quand même vachement plus légitimes que moi pour dire cette idée-là est bonne, cette idée-là n'est pas bonne. Est-ce que je vais oser lever la main et dire moi je suis pas vraiment d'accord avec ce que vous avez dit, etc. Et je me suis pas mal posé la question et au final je l'ai fait. Et le faire une fois, je me dis en fait ça va, c'est pas si dur, j'y arrive parfaitement. Et du coup on le fait une fois, on le fait 2 fois, on le fait 10 fois dans l'après-midi. Et on se rend compte que ça fait avancer le débat parce qu'en fait, on est toutes et tous aussi légitimes parce que c'est des idées qu'on vit, même sans forcément les formaliser. Ça fait partie de nous, quoi. C'est des trucs qu'on connaît presque par cœur sans jamais en avoir forcément parlé des heures et des heures. Et ouais, en fait, expérimenter une fois de plus. Et on a beaucoup parlé de ce truc d'expérimenter pour au final se rendre compte de si ça marche ou pas. Et que dans tous les cas, en fait, ça marche. Et que dans tous les cas, nos idées sont forcément bonnes. Elles sont forcément légitimes. Et c'est hyper formateur, effectivement, d'avoir ici un endroit où, en fait, il y a une espèce de grosse bulle de bienveillance en arrivant ici, où on sait que les idées qu'on va avancer, elles vont forcément être reçues. Et même si y a des gens qui vont peut-être pas forcément bien comprendre directement notre idée, c'est un endroit où on va pouvoir en discuter de manière sereine, apaisée, et ça va avancer dans tous les cas. Et donc,
cette question de légitimité, elle est hyper importante, et c'est ça. La légitimité se construit aussi en faisant, quoi. Parce qu'on on peut pas vraiment faire autrement, j'ai envie de dire, et avoir cet endroit où on peut faire tout ça facilement et dans un temps très restreint. On se dit, on n'a que 4 jours, entre guillemets, pour le faire, quoi. Donc, ça permet de se jeter un peu dans le bain et d'aller voir les gens, de discuter avec eux, et ça entretient cette légitimité aussi, parce qu'on discute avec les gens, ils disent « Ah ouais, c'est une super idée ce que tu as fait », ou vont venir te voir après une session et dire « Ah, j'ai adoré ta question, ton intervention elle a été super pertinente », ou au contraire « Ah, j'ai pas super bien compris pourquoi tu as dit ça », et on en discute, et c'est tellement vivant, ça fait grandir les idées qu'on a en nous, et c'est hyper précieux en fait, tout ce qu'on fait là. Enfin, c'est peut-être l'idée que je vais le plus en garder de tout ça, quoi. C'est la rareté de ces moments-là, et du coup l'importance qu'ils ont, et qui auront forcément une importance même dans la vraie vie, entre guillemets, quoi, comme si on était dans cette espèce d'extraction de réalité là pendant quelques jours, mais on va forcément toutes et tous en retirer quelque chose, je pense, et que ça soit des petits grains de confiance en soi ou de légitimité sur plein de sujets différents, ou même juste des armes pour aller discuter avec des gens qui sont pas du tout ici, ou qui ne sont pas du tout dans le milieu à la base. Ça rend ce milieu très très riche, et ouais, c'est juste génial, et ça rejoint ce truc de je regrette pas du tout d'être venue, bien au contraire, quoi. J'ai juste envie d'appeler tous mes amis, de leur dire mais vous auriez dû venir, c'est vraiment trop dommage, vous ratez quelque chose, quoi. Et voilà, ouais, c'était cette question de la légitimité. Ouais, on se pose toute la question, je pense, à un moment donné en tant que femme, surtout en tant que jeune femme, je pense, dans des milieux comme ça où effectivement on est entouré d'hommes en majorité de 60 ans, quoi. Et ouais, faut juste se lancer, et comme partout en fait, et surtout en activisme où il faut juste faire, et même si on n'a pas les retombées là tout de suite, on s'en rendra compte plus tard et on sera très très heureux de le faire, de l'avoir fait, je pense. Donc, ouais. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire sur le fait qu'on allait garder des choses d'ici dans notre vraie vie, et qu'on avait peut-être l'impression ici d'être un peu dans une situation aérienne où on est dans un très bel environnement, à côté de la mer, au milieu de la nature. Si je me trompe pas, on habite toutes en ce moment en ville, dans des grandes villes. Et moi, l'idée d'utopie, je l'associe pas mal au rapport à la nature. Enfin, j'imagine un énorme village où chacun aurait beaucoup d'espace, aurait l'occasion de se retrouver seul dans la forêt, mais aussi des lieux de sociabilité. Et je me demandais si ce genre de moments de rencontre, parfois ça vous donnait envie de tout quitter, ce mode de vie très citadin, qui est souvent nécessaire aux luttes, parce que c'est là que beaucoup de choses se passent dans le cadre du militantisme. Mais si vous n'aviez pas parfois une envie de vous retrouver dans un environnement complètement différent. Est-ce qu'il y en a une de vous qui... Oui, Philéa. Moi, j'ai constamment envie de partir dans un nouvel environnement. Je fais pas mal de voile, et moi, mon grand rêve, c'est de partir. Et ça rejoint un peu ce que... Enfin, c'est pas forcément, mais tu parlais de manque de légitimité, qui peut aussi avoir un lien avec le manque de confiance en soi. Pas forcément aussi que, d'ailleurs, avec le fait que je sois une femme, mais juste parce que on a tous nos manques ou nos lacunes en confiance en soi de temps en temps. Mais si je m'écoutais, moi, je me barre en bateau, et je sais pas ce que je fais. Moi, ça fait longtemps que j'ai envie de partir en bateau et de faire un projet en lien avec l'écologie. C'est un peu difficile d'imaginer ça. Je suis juriste, je suis pas océanographe, je suis pas chercheuse, et donc ouais, moi ça fait que le confirmer. Il était déjà là, il était bien ancré, mais ça fait que le confirmer, quoi. Moi, c'est marrant, c'est un sentiment assez ambivalent, parce que, en plus, de façon anecdotique, mais j'habite à 2 heures d'ici, à Carcassonne, on est à 7, donc je me sens chez moi. Et donc parfois, je m'extirpe justement de cette fusion d'idées pour aller regarder la mer, sentir un peu les odeurs et m'imprégner du lieu qui nous accueille. Ça a vraiment revêt une importance pour moi qui est forte. Mais d'un autre côté, je sais que ma place, elle est ailleurs. En fait, j'ai baigné dans cet environnement, dans cet univers, et j'ai vu un peu aussi les limites. Voilà, c'est des petites villes. Je suis heureuse d'être à Paris. J'y suis que depuis 1 mois. Et depuis que j'y suis, j'ai senti un éventail de possibles qui s'est ouvert. Donc, en fait, c'est l'endroit où je suis née. C'est l'endroit où j'ai envie de mourir et où j'ai envie de retourner quand je serai dans l'âge tendre de ma vie plus tard. Mais là, je sais que j'ai une énergie d'action
et un besoin de se relier. Et Utopia, par exemple, j'aurais pas pu le rencontrer si j'étais restée à Sète. Enfin, j'aurais pu le rencontrer autrement. Mais je crois que cette époque parisienne citadine correspond à une saison de ma vie que j'ai envie d'incarner pleinement. Donc, je suis OK avec ce choix. Même si à chaque fois que je vois la mer, je sens mon cœur qui s'ouvre et qu'en fait, j'ai plus besoin de parler. J'ai juste la sensation de pouvoir juste exister sans avoir à prouver quoi que ce soit, en fait. C'est vraiment une sensation d'appartenance au lieu. Et tout le reste, pour moi, c'est du blabla. Alors qu'en fait, on peut pas juste... Enfin, moi, je peux pas être juste dans cet élan poétique de fusion avec la mer. Enfin, je veux pas vivre de ça. Voilà. Et toi, Laure? Je crois que je suis meilleure à poser des questions qu'à y répondre. Moi, je viens de Paris et j'ai toujours vécu à Paris. Je me sens très bien là-bas. J'ai toute ma famille, tous mes amis. Mais c'est vrai que depuis récemment, je vais de plus en plus à côté de Grenoble, où j'ai un ami qui habite dans une tiny house au milieu des montagnes. Et je réalise que c'est un rapport différent au temps et au stress notamment. J'ai l'impression que le cadre citadin me procure énormément de stress, d'anxiété. Et quand je suis là-bas, c'est vrai que je réalise que je suis calme et que je suis plus sympa aussi, peut-être, parce que je suis moins tendue. Parisienne. Donc, ouais. Et d'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec la question que je voulais vous poser après sur le bien-être, enfin le rapport entre le bien-être et l'action militante qu'on peut avoir. Il y a quelqu'un hier qui a dit que, pour résumer un petit peu sa pensée, que chacune avait sa place dans les luttes en fonction de là où il ou elle se sentait le mieux et qu'il n'y avait pas d'obligation à militer de telle ou telle manière, mais que ce qu'il fallait faire, c'était là où on était bon et là où on se sentait bien. Et je voulais savoir si vous, le fait de lutter, mais lutter, quand je dis lutter, c'est très général, ça peut être en faisant du droit, en faisant de la science ou en faisant du militantisme comme on l'entend, mais vraiment lutter, c'est-à-dire agir par sa vie pour aller vers un monde peut-être plus juste. Et donc je me demandais ce lien pour vous entre la lutte et le bien-être. Enfin, si c'était quelque chose qui vous faisait fondamentalement du bien, ou si, comme on le disait tout à l'heure, il y avait quand même aussi beaucoup de moments d'angoisse quand on apprend ce qui va se produire, quand on voit tout ce qui va pas, tout ce qui va dans le mauvais sens. Voilà. Moi, je veux bien prendre sur cette question, parce qu'en fait, il y a vraiment un truc qui est trop important, je trouve, c'est genre la question d'être à sa place. Alors, Claire Marin, une philosophe, a écrit un bouquin sur ça, et pour moi... En fait, avant de rejoindre les luttes militantes, les questions fondamentales que je me suis posées, c'est en fait, c'est quoi, comment je veux vivre ma vie. Donc en fait, comment je veux avoir un quotidien qui me ressemble et qui me plaît. Et comment est-ce que ce quotidien-là, il répond aussi à mon besoin de, en fait, on est dans un monde en multicrise et grosso modo, il y a l'effondrement qui arrive, quoi. Et donc du coup, je me suis dit, va falloir que moi, mes journées, elles me rendent heureuse pour qu'en fait, la lutte, grosso modo, un spoiler, je pense qu'elle va durer jusqu'à ce que j'en décède, en tout cas. En tout cas, c'est-à-dire que je pense que la bataille écologique, on va mettre énormément de temps à la gagner. En fait, on va aller de pire en pire. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait? En fait, je trouve que ça... Enfin, moi, j'ai fait pas mal de développement personnel aussi en temps de mes études sur, en fait, c'est quoi un peu le truc de l'ikigai, quoi. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui va me rémunérer? À quoi je suis bonne? Et du coup, c'est un peu comme ça que mon bien-être et ma lutte s'associent. Et aussi, j'associe ça un peu au truc de militant. C'est comment est-ce que j'ai des moments de ressourcement. Comme là, clairement, c'est 4 jours où je suis près de la mer. Comme tu disais, Manon, c'était ouf ce que tu as dit sur en fait, je suis près de la mer, il y a de la poésie. Là, j'entends quelqu'un qui est en train de chanter et elle chante à côté de son compagnon qui fait du saxo. Et comment, en fait, est-ce que quand je serai dans le métro avec plein de gens mardi matin, il va pleuvoir, il va faire froid, je vais me dire, en fait, ça aussi, ça nourrit mon militantisme, je vais être en galère, en retard. Et donc, du coup, j'ai l'impression que pour trouver le bien-être dans la lutte, vraiment, c'est de la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, c'est savoir ce qu'on aime bien faire et ce qu'on n'aime pas faire, savoir à quoi on est bon. Et en fait, il y a des gens, ils sont trop bons à cuisiner et je leur dis, en fait, venez cuisiner vegan pour les collectifs. Parce qu'en fait, on a trop besoin de gens qui cuisinent. Genre, t'es bonne en administratif, mais t'as la flemme d'aller t'accrocher sur les tours de Total. Mais en fait, viens faire de l'administratif, quoi. Et ça, vraiment, j'ai trop envie de dire, genre, faire de l'administratif, tu peux en faire pour une lutte qui n'a aucun sens ou tu peux te mettre au service d'une lutte qui en a besoin. Genre, en fait, les activistes, c'est pas que des personnes qui sont en train de faire des actions, quoi. Bref, c'est ça que je voulais dire sur la place du bien-être. Et je dirais de lire le livre Politiser le bien-être de Camille Test, qui parle pas mal de ces questions-là, quoi. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire.
Ah si, sur le lien entre la lutte et le bien-être. Il me semble que c'était ça la question de base. Moi, je sais que c'était hors de question pour moi d'aller ailleurs que dans l'écologie. Parce que pour moi, il fallait que ce soit en phase avec mes valeurs. Et pourtant, dans mes études, là, ça fait 1 mois que les cours ont repris. Et je suis stressée, je suis éco-anxieuse, mais comme jamais, parce qu'on arrive à mon dernier semestre, donc on n'aborde plus que des questions écologiques et moins de questions juridiques, purement juridiques. Et donc on baigne toute la journée dans les mauvaises nouvelles, quoi. Et donc j'avais énormément de mal à gérer ça, et ça empiétait carrément sur mon quotidien. Et d'être là, ça m'a permis aussi de transformer cette tristesse énorme en colère, et aussi en envie, en envie d'agir, quoi. J'ai plus envie de m'impliquer dans une association militante, en parallèle aussi de mes études. Ça me donne des idées, ça me fait parler avec des gens qui ont la même idée finale, mais sans forcément être d'accord sur le moyen d'y arriver. Ça nourrit la réflexion, ça donne du courage, ça donne énormément de courage. Et ça, pour moi, c'est de l'or, genre. C'est quelque chose qui me réjouit énormément. Donc voilà. C'est très bien parce que ça me permet d'enchaîner, parce que moi, avant Utopia, je rêvais de m'engager, de faire des choses, et je ne savais pas comment le faire. Alors c'est une histoire personnelle, c'est-à-dire que l'engagement, ça s'apprend. Il y a des contextes familiales, c'est pas quelque chose de si évident. Et donc, j'ai aussi progressivement appris avec Utopia à m'engager. À m'engager, c'est pas ça, c'est que, plutôt pour répondre à la question, c'est que j'ai découvert que je voulais m'engager. Qu'en le faisant, en fait, justement, moi, je suis heureuse depuis. Il y a un truc où participer à... avoir trouvé le moyen de participer, alors qui est très particulier, parce qu'il y a des moments où on se dit, mais à quoi ça sert ? Et en fait, ce à quoi ça sert, il disparaît très vite, parce qu'en fait, il suffit de comprendre. En ce moment, c'est ce que je raconte tout le temps, en fait, c'est que si les Martin Luther King ne s'étaient pas battus, en fait, les trois n'auraient jamais bougé. Donc la question du à quoi ça sert, elle n'existe pas, parce que la société est le résultat de tous ces engagements, et peut-être qu'on s'en rappelle pas assez, je sais pas. Et après, l'autre sujet que je voulais aborder, en fait, c'est la solidarité. Je pense que c'est de ça dont tu parles, c'est-à-dire on est ensemble, et particulièrement en ce moment. C'est-à-dire que moi, je sais que je ne quitterai jamais, pour l'instant, Utopia tant que j'aurai pas trouvé ailleurs, ou tant que je me serai pas lassée, sur les questions de changement, en fait. Parce qu'on est ensemble, en fait, et que dans la situation, le plus important, c'est ça, je crois. Moi, c'est la réponse que j'apporte à la situation, en fait, c'est d'être ensemble, d'être de plus en plus ensemble, parce que quand ça va aller mal, il faudra bien qu'on arrive à compter sur l'amour qu'on peut se porter les uns les autres, en fait, parce que c'est un peu tarte à la crème de parler d'amour, mais non, puisqu'il faut parler des sentiments. Mais c'est ça, moi je crois que je développe de plus en plus, mon cœur s'ouvre de plus en plus depuis que je suis engagée. Merci. Pour continuer sur cette question du bien-être, je me demandais s'il y a une de vous qui voulait nous partager un moment de cette université d'été qui lui a donné particulièrement d'énergie, où ça lui a fait se dire « Ah ouais, là, je me sens forte et ça me donne envie de faire plein de choses et ça fait bouillonner mon cerveau. » Ouais. Moi, j'en vois 2. C'est marrant, c'est pas forcément pendant les séances plénières, c'est pas forcément pendant le programme, mais c'est les rencontres avec vous. Dès que je sors d'un repas, on rigole, on mange bien, et c'est super vivant. C'est vraiment les repas, ouais, c'est des moments de convivialité informelle, où c'est juste super agréable. Et puis, je parlais de la mer, du soleil. Voilà, finalement, dans le lieu, voilà, qui m'enrichit beaucoup. Et ouais, après, moi, c'est différent, c'est pour mon travail. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être un rapport aussi qui est plus distancé avec les contenus, parce que voilà, mes idées sont prises par d'autres choses, mes pensées. Mais le cadre permet de me sentir bien. Merci. Moi, je pense que ça va être un lien un peu entre ce que Karine a dit juste avant et ce que toi, tu dis, Manon. C'est cette sensation de plus être seule,
en fait. Effectivement, rencontrer du monde, de discuter avec tout le monde, que ça soit en séance ou en dehors pendant les repas, ou pendant des temps informels. Là, juste avant d'enregistrer, on était assis sous les pins, en train de discuter de plein de sujets différents, tous les uns les autres, et c'était vraiment très très enrichissant. Et ça participe à ce sentiment ouais, on n'est pas seul. Et quand je me suis présentée tout à l'heure, j'ai dit que je venais avec beaucoup de frustration et aussi beaucoup de solitude par rapport à toutes ces questions-là. Et je pense que ouais, le truc qui m'apporte le plus de bonheur là, dans tous ces jours, c'est vraiment la sensation d'être tous ensemble et de savoir qu'on a un peu là tissé un espèce de tissu qui pourra nous resservir si on a besoin d'aller communiquer avec telle personne qui sait, je sais pas, quelqu'un qui sait enregistrer des podcasts, quelqu'un qui sait présenter sur tel ou tel sujet, un scientifique sur tel ou tel sujet, quoi que ce soit. Et ouais, c'est la richesse de rencontrer des gens et de ne plus être seul dans cette anxiété et ce désespoir même carrément qu'on peut ressentir parfois quand on est seul chez soi au milieu de nos grandes villes qui se réchauffent et qui nous engloutissent au fur et à mesure, quoi. Et ouais, c'est ça a une puissance et une valeur folle, quoi, tout ça. Rebondir. Tout à l'heure, on a eu une intervention d'Edgar Morin et en fait, j'ai pris quelques notes et il parlait justement de l'importance de se relier, de s'unir. Et à un moment, il disait que la cause de l'humanité, c'était une cause de reliance. Nous sommes tous les mêmes êtres humains et nous avons à nous sauver des désastres provoqués par le contexte, par l'union, l'affection et la compréhension d'autrui. Et je trouve que finalement, ce que tu viens de dire, ça va dans ce sens-là. Et même Edgar Morin le dit. J'avais une autre question pour poursuivre sur les contenus auxquels on assiste ici. Il y a eu parfois des questions qui pouvaient remettre un petit peu en question ce qui a été dit, et c'est le but, le fait que le débat existe et que chacune puisse exprimer son opinion. Je me demandais s'il y a un sujet qui vous portait particulièrement à cœur et que vous aviez l'impression qu'il avait été manqué par les discussions, qui n'avaient pas été abordées, peut-être. Moi, je veux bien prendre la parole. Je l'ai déjà dit 2 fois, c'est un peu redondant, je suis désolée, mais je suis juriste et j'ai du coup été un petit peu frustrée de voir qu'il y avait aucun juriste, aucune conférence sur le droit, on n'abordait à aucun moment dans les débats l'importance du militantisme juridique, parce qu'il y en a des avocats qui militent, il y a des magistrats qui essaient de faire évoluer leur mentalité sur le sujet, et ils sont cruciaux dans ce combat. Et je comprends pas trop honnêtement pourquoi ils sont ni abordés dans les débats et ni présents dans les conférences, mais après peut-être que c'est quelque chose qui va évoluer, en tout cas je l'espère. Moi, il y a un sujet qui m'a un peu trigger sur les 3 derniers jours. Spoiler, c'est le patriarcat. Comme tu l'as hyper bien dit, Karine, c'est un mouvement Utopia où en fait la moyenne d'âge c'est 60 ans. Du coup, il y a beaucoup plus une majorité de personnes masculines qui sont représentées. Et donc du coup, on est notamment sur les débats et les personnes qui prennent la parole sur un peu le positionnement d'une personne, homme, plutôt âgée, plutôt pensante, etc., avec tout l'imaginaire que ça a derrière. Et donc du coup, en fait, moi j'aime bien aussi quand on prend un peu du recul sur soi, on fait un méta, et en fait on dit, moi je parle de là, c'est-à-dire qu'en fait on parle entre personnes hommes, en fait je suis un homme, j'ai tel âge, j'ai été éduquée... voilà. Et donc du coup le manque en fait de place de la femme, même si là petit à petit il y a une meilleure répartition de la parole, en fait moi j'ai l'impression qu'en fait répartir la parole de manière, je suis dans des collectifs où on compte la répartition de parole entre les personnes hommes, femmes et les personnes non binaires, en fait toutes ces questions là sont clairement absentes du débat, et c'est aussi hyper intéressant en fait de venir dans le mouvement Utopia. Parce qu'en fait, c'est aussi historique. Le mouvement Utopia n'est pas la cause de ça. En fait, c'est aussi générationnel et c'est systémique. Mais du coup, moi, c'est quelque chose qui est assez difficile. Et en même temps, en fait, c'est comme ça se passe. Et on est là aussi. Là, on est 6 personnes, femmes, en tout cas des personnes sexisées. Et donc, du coup, c'est intéressant
d'amener ces questions-là. Et en fait, c'est en faisant ça, en étant aux côtés d'eux, parce qu'en fait, moi, j'ai des conversations hyper intéressantes, et même tout à l'heure, je suis intervenue parce que ça me tendait un peu, mais du coup, ça crée plein de conversations hyper fertiles, et on est dans le dialogue, dans le débat, et même eux, des fois, sont un peu paumés en mode, ouais, j'ai 65 ans, je suis un homme, c'est quoi le problème? Et là, je suis en mode, en fait, c'est là le problème, voilà. Mais du coup, viens, on en parle. Et donc, du coup, c'est là que c'est intéressant. Voilà, donc moi, je dirais ça, je sais pas trop s'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Non, mais je prends la parole parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure et c'est vraiment intéressant en fait qu'on puisse établir ce dialogue-là parce que je crois qu'au-delà d'être paumé, je suis un homme de 65 ans et alors, il y a aussi que on est tous d'une certaine manière coincés dans ces formations initiales en fait. Et quand bien même ils le veulent, parce que moi je suis quand même témoin de justement plein de sujets, par exemple le féministe, parce que moi je suis au Bureau national. Donc le Bureau national, ça permet d'être plus actif et de voir... Il y a des débats qui se préparent au Bureau national, par exemple, avant qu'ils arrivent. L'université d'été, c'est le moment pour tous les adhérents. Et puis après, il y a des manières différentes de s'impliquer dans le mouvement. Et être au Bureau national, c'est peut-être un peu plus proche de tous ces débats, de comment on fait avancer les choses. Et le féminisme, c'est quelque chose qui est encore très difficile. Mais on y va. Bon an, mal an, on y va et on voit où ça coince. Enfin, c'est-à-dire que peut-être que vous y accédez moins parce que moi, je vois où ça coince parce que j'ai une génération avant, deux générations. Je connais les anciens des anciens. Enfin, je les connais ces gens de 60 ans parce que ce sont... plus ou moins mes parents, que j'ai mes grands-parents. Enfin, il y a vraiment toute une histoire. Enfin, les blocages, ils sont. C'est vraiment important que vous soyez là, quoi, parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Et puis, il y a, par exemple, tout un champ aussi qui est difficile, c'est des anciens 68 arts. Et ça compte aussi dans la manière d'appréhender les choses, dans la manière de savoir parler ensemble. Alors, pour le coup, ils ont vécu des aventures aussi assez extraordinaires. Mais il y a des endroits, ça bute quand même. Et ça bute parce que même moi, parce que je suis d'une toute autre génération qui n'a absolument pas vécu ce qu'ils ont vécu, et il y a des endroits où on ne se rencontre pas non plus. Et c'est pas que vous, en fait. Vous voyez, l'histoire des générations, c'est un truc très compliqué, en fait. Mais ici, on y va, on essaye, et on a besoin de vous. Moi, peut-être je pourrais souligner 2 points. Le premier aspect qui m'a manqué dans les réflexions qui ont été partagées, c'était toutes les réflexions autour de la pensée décoloniale. Donc, bien sûr, le patriarcat en fait partie, donc déconstruire le patriarcat. Mais je pense que, par exemple, une des forces d'Utopia Monde, d'Utopia, c'est d'avoir Utopia Monde. Et je me dis, en fait, ça aurait été super intéressant si Utopia Monde aurait pu être davantage... désolée, je suis perturbée, il y a quelqu'un qui passe. Mais un homme, tu veux dire, Manon. Ouais, voilà, on avait dit que des filles dans cette salle. Désolée. L'homme est parti. Ouais, c'est bon. Non, mais voilà, je me dis, on aurait pu bénéficier justement de la diversité culturelle des autres utopias qui sont présentes dans d'autres pays. Ça aurait pu être intéressant d'aller questionner, puisque comment on construit des utopies dans d'autres lieux. Aussi la place peut-être du spirituel. On a parlé un peu de religion, mais finalement pas le spirituel en termes de religiosité, mais en termes de rapport au monde. Et Camille Etienne, elle parlait de cosmologie. Enfin, je trouve qu'il y a tout un aspect qu'on nommait dans ces utopies et dans la construction d'une société. Pour moi, c'est pas que les partis politiques, c'est pas que le l'autre. Enfin, on trouve qu'on est très matériel, alors qu'on est des êtres de relation et des êtres sensibles. Et j'avoue que ça aurait pu être chouette on aborde davantage la part de l'affect dans la mise en action, la part de l'émotion dans aussi la réception de ces récits. Donc voilà, c'est quelques pistes pour les années suivantes. Et moi, juste pour poursuivre sur ce que tu as dit tout à l'heure, Camille, sur le fait qu'on avait peu parlé de patriarcat, je trouve qu'aussi le lien entre patriarcat et capitalisme n'a jamais été abordé et ça m'aurait vraiment intéressé qu'on en parle. Finalement, j'ai une dernière question. Le thème de cette année, c'était donc, pour le rappeler, résister et créer des colères à l'émancipation. Et je me demandais si vous aviez des idées de thèmes pour l'année prochaine, des petits mots qui vous donneraient envie.
C'est une question qui tombe un peu comme ça. Et évidemment, c'est pas nous qui décidons, mais... C'est dur ça alors comme question, c'est très très dur. Tu as des idées, toi? Non, pas du tout. C'est pour ça que je vous renvoie la question. On va peut-être repartir justement, ça va peut-être paraître très auto-centré vu que là on est entre filles, mais peut-être oui justement repartir de tous les sujets qu'on n'a pas traités, c'est-à-dire toute cette question de patriarcat, de capitalisme aussi, comme tu viens de le dire Laure, de décolonialisme, on a effleuré toutes ces questions-là et on n'a pas vraiment été au fond de tout ça. Est-ce que justement, tu disais tout à l'heure Karine que c'était difficile par exemple de ramener toutes les causes féministes, vraiment qu'elles soient ancrées dans toutes les actions et toutes les réflexions d'Utopia. Est-ce que mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et se dire on fait une année féminisme, ça pourrait pas... ça va en frustrer, ça va en mettre en colère, ça je le vois déjà venir. Ils vont pas, mais est-ce que ça pourrait pas être se dire ce sera juste nous. Est-ce que ça pourrait pas être une année charnière de ok, 2024 ce sera l'année du féminisme et puis de marquer un peu une espèce de tournant et de pierre angulaire, de dire ok, on en a mis plein cette année-là, on aura entre guillemets juste à le saupoudrer les années suivantes. Parce qu'on en aura déjà fait beaucoup, entre guillemets, et puis tout le monde saura tout dessus, du coup, vu qu'on aura passé 4 jours entiers là-dessus. C'est faux, on pourrait y passer une vie, il aura encore 40 000 choses à faire, mais voilà. Est-ce que ça pourrait pas être une idée, quoi, de faire une espèce d'édition spéciale, une édition spéciale où on rattrape un retard de dizaines d'années, et une remise à niveau, quoi, un espèce de stage intensif, ok, cette année, on rattrape parce que là, ça suffit, quoi. Ça suffit. En fait, quand je t'entends parler, Juliette, j'ai un titre qui m'est venu là sur 2 mots, c'est déconstruire pour construire. En fait, je trouverais trop bien, tu vois, d'aller déconstruire justement, je parlais de paradigme, d'aller déconstruire toutes ces pensées qui fondent le système dans lequel on est, ces modèles de domination, ces modèles de division, on en a parlé beaucoup aussi, pour construire une nouvelle société qui soit pas de l'ordre de l'utopie, mais vraiment du réel. Voilà. Et puis comme ça permettrait de moins effrayer les hommes de 60 ans qui seront présents ici. Moi, j'avais une question pour vous toutes. Est-ce que vous viendrez l'année prochaine ? Bah écoute, qu'est-ce que tu fais le 28 octobre 2024 ? Là, je me sens de dire oui. Moi, je voulais juste répondre à ta question. Moi, j'ai plusieurs mots qui me viennent en tête. C'est coopérer, lutter... Et un peu un truc du rêve à la réalité. Voilà. Donc voilà, on a des petits pop-corn, donc il n'y a plus qu'à. Et moi, j'ai un petit rêve, c'est que l'année prochaine, il y ait 7-8 mecs dans une pièce et qui font un podcast en disant « Bah franchement, je me sens pas compris. » Et que nous, on soit derrière en conférence en disant « Et toi, du coup, raconte-nous un peu. » Mais je suis pas sûre que ça existe parce qu'ils vont galérer avec l'utilisation du micro, peut-être. Parce que c'est quand même très générationnel, le podcast, mais voilà. Du coup, ouais, et grosse place aux émotions. Donc, en fait, si l'année prochaine, il peut y avoir des temps dans le corps, des temps dans le cœur, de la danse, des météos. En fait, genre, comment ça va vraiment ? Genre, en fait, c'est quoi tes émotions, avec quoi t'arrives ce matin ? Et en fait, des moments qui sont hyper importants aussi. Donc, ça me faisait penser à la révolution du sensible, tout ce que t'as amené. Et donc, du coup, peut-être une coloration sensible. Voilà. Et je passe la parole à Karine, parce que je crois que t'avais une idée. Ah. Elle me fait le nom de la tête. Du coup, ça veut dire qu'elle ne prendra pas le micro. Moi, pour répondre à la question, je suis pratiquement sûre de pouvoir être là l'année prochaine. En tout cas, je ferai en sorte d'être là. Et je suis aussi presque persuadée d'amener des copains et des copines dans mes bagages la prochaine fois. Ouais, on s'y prendra plus tôt et on prendra plein de gens avec nous. Complètement. Maintenant qu'on a pris la température, je pense qu'on peut toutes ramener chez nous. Parce qu'on est la majorité là à être ici pour la première fois. De pouvoir... un peu être venue en éclaireuse, quoi, et de dire je suis allée à un endroit, il y a du taf, mais c'était cool. Quand je suis arrivée, la première heure, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et le soir même, je savais. Et franchement, c'est agréable. C'est super agréable d'être à sa place. Et c'est vrai que le fait d'être ici, nous 5 qui venons pour la première fois et qui ne nous connaissions pas, très très vite on s'est retrouvés et on a créé un petit cercle et ça s'est fait très vite grâce à ce contexte aussi de on dort ensemble, on mange ensemble, on réfléchit ensemble, quand on rentre le soir dans notre chambre on continue à parler, à débattre et
Et donc, ça nous a rapprochés très vite. Et puis, on est très différentes, on est toutes très différentes, et pour autant, on arrive vraiment à avoir des débats qui sont incroyables, et je trouve ça beau justement d'avoir ce truc de dépasser la différence pour se retrouver sur plein de choses. Mhm. Donc, voilà. Eh ben super, merci beaucoup. On peut peut-être... Ah oui, Camille. T'as dit que je prenais beaucoup la parole, c'est vrai. En fait, non mais c'est vrai. En fait, le mouvement Utopia, quand je suis arrivée à la première conférence, il y a Pierre-Alain Cordona, je crois, qui a été un des créateurs du mouvement Utopia, qui a dit à Utopia, on a vraiment la posture de tisserand, d'explorateur, exploratrice et catalyseur. Je n'ai pas de mot féminin pour catalyseur. Et en fait, là, Juliette, quand je t'entends dire on va ramener tous nos poteaux, en fait, j'ai trop envie de dire au mouvement Utopia, en fait, les gars, on a grave incarné la posture que vous vouliez qu'on incarne, quoi. Donc, en fait, trop bien. Ouais, Voilà, c'est un peu pour le petit dédicace, parce qu'en fait, on les aime bien, au mouvement Utopia. On va pas se le cacher. C'est ça, en fait. Non, c'est son taf, donc on va pas... C'est vrai. Non, mais c'est vrai, on vous aime bien. Eh ben génial, merci beaucoup pour ce moment, pour cette petite heure qu'on a passée à se raconter nos vies en mixité choisie. Et merci à Utopia, du coup, aussi. Et merci à Et Utopia. alors aussi pour cette super animation du podcast. Ouais. Merci à vous. Merci. Génial. Ouais.